Bonjour, aujourd'hui nous parlons des réseaux privés virtuels, VPN en sigle. Dans les réseaux VPN, nous allons aborder une introduction sur le VPN, sur les réseaux privés virtuels. Nous allons étaler quelques avantages du VPN. Nous allons parler des composants du VPN. Nous allons parler des caractéristiques type méthode de connexion et des protocoles de réseaux privés virtuels. Dans l'introduction, on peut s'introduire en disant les réseaux privés virtuels, le VPN est destiné aux entreprises qui ont beaucoup de succursales, est destiné aux entreprises qui ont des télétravailleurs, est destiné aux entreprises qui fonctionnent en partenariat. Nous prenons l'exemple d'une entreprise. Nous pouvons prendre l'exemple d'IT Service. On s'est dit, l'IT Service a 3 succursales en RDC. Il y a une agence, l'agence principale ou la direction centrale se trouve à Kinshasa. Il y a une direction à Goma et une autre à Lubumbashi. Maintenant, l'entreprise a du service et décidé de faire communiquer ces réseaux en passant par l'Internet, mais de manière sécurisée. Dans ces cas, l'IT service doit recourir au réseau privé virtuel. Nous prenons l'exemple toujours d'IT service. IT service a des télétravailleurs. Et ces télétravailleurs a des travailleurs, que je peux dire, des travailleurs ambulants qui doivent descendre sur le terrain pour récolter les données, par exemple. Ça c'est un exemple typique que je donne. L'IT service doit descendre sur le terrain pour acquérir quelques données, quelques informations, pour ou soit aller dépanner une entreprise. Arriver sur le terrain, le dépannage doit se faire à distance, par exemple. Mais au niveau du terrain, il n'y a pas les outils logiciels comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un exemple qui me vient en tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les utilisateurs qui sont au niveau de votre partenaire peuvent se connecter au réseau central et puis commencer à traiter l'information à l'aide des outils de traitement ou de dépannage des systèmes d'information ou des systèmes informatiques que l'IT service dispose. C'est un exemple que j'ai pris au hasard pour essayer d'expliquer les bureaux à domicile. Et les bureaux à domicile, encore, on peut dire, il y a la direction centrale, mais au niveau de Goma, nous prenons toujours trois sites ou 3 agences. Il y a l'agence principale, l'agence centrale. Il y a un utilisateur à Goma, il y a un utilisateur à Lubumbashi. Maintenant, il faut que ces utilisateurs soient en communication avec la direction centrale, d'où on doit recourir au réseau privé virtuel pour que ces utilisateurs puissent se connecter et travailler comme s'ils se retrouvent dans les réseaux locaux. On a parlé, les VPN peuvent travailler. On a pris un exemple d'une entreprise qui a un partenaire et maintenant il veut faire quoi? Il veut faire communiquer son réseau local avec le réseau de son partenaire. Il doit carrément passer par le réseau privé virtuel
je crois il peut y en avoir d'autres solutions, mais dans ce cas, l'entreprise peut passer par les VPN, en créant le VPN pour faire communiquer entre son réseau local et les réseaux de son partenaire de manière sécurisée. Mais pour ce cas, on doit en parler, lorsqu'on parlera des composants, lorsqu'on parlera du type de VPN, je crois. Voilà, les télétravailleurs, j'en ai parlé. Il y a un travailleur à Goma, à Lubumbashi. Maintenant, il veut se connecter. Voilà. Grâce au réseau privé virtuel, les entreprises bénéficient d'une meilleure souplesse et d'une productivité accrue. La souplessité, c'est dans le sens où le VPN relie les réseaux locaux. Maintenant, l'utilisateur qui envoie un paquet vers donc l'utilisateur qui est à Kinshasa, lorsqu'il envoie un paquet, qu'il envoie une requête à Lubumbashi, eh bien, la destination est bien précise. Est bien précise parce que là, nous passons par un fournisseur d'accès et le fournisseur nous a donné le IP. Et ces IP, on sait que tel IP est ici, on prend l'exemple, on prend les cas des IP publics statiques, des IP publics statiques. Donc, quand je lance un paquet, mon paquet est destiné pour un utilisateur ou un serveur ou une machine donnée bien destinée. Donc, c'est différent quand on utilise les réseaux, quand on utilise l'internet vaguement. Là, il y a d'abord un processus de routage grave parce qu'on ne sait pas la destination, les IP sont dynamiques, comment ça va se passer? Il faut qu'il y ait des conversions. On peut avoir aussi les IP statiques, publics statiques, mais vous ne passez peut-être pas par un même fournisseur qui connaît vos réseaux locaux, qui maîtrise dans sa table de routage les différents réseaux de votre entreprise. Voilà, il y a le cas des souplessité. Les sites distincts de travailleurs peuvent se connecter de manière sécurisée au réseau d'entreprise, quel que soit les remplacements. Voilà, on a parlé. Les données circulant sur un réseau privé virtuel sont chiffrées. Elles ne sont déchiffrables que par les personnes y étant habilitées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, lorsque moi j'envoie un paquet, ces données-là, ces paquets-là est chiffré. Ce paquet est chiffré, mais il est déchiffrable qu'au niveau de l'utilisateur destiné, parce qu'il y a un codage que cet utilisateur doit décoder pour lire le fichier envoyé ou transféré. Les réseaux privés virtuels VPN englobent les autres distants dans les parfaits, les donnant des niveaux d'accès au perfect réseau quasiment identiques, comme si c'est trouvé à la direction générale de l'entreprise. Voilà, on en a parlé. Donc, vous passez par vous interconnectez les LAN, donc ça crée la souplessité qu'on en a parlé, parce que on suppose que nous sommes dans une même direction, mais on se retrouve à distance. Les avantages. Ici, on a répertorié 3 avantages précisément. Premièrement, il y a un avantage sur l'économie. Les réseaux privés virtuels réduisent les coûts de connectivité en augmentant la bande passante des connexions distantes. Je prends un exemple, toujours tel qu'on nous sommes en train de parler. On doit faire communiquer
on doit faire sécuriser les informations quittant Kinshasa vers Goma et Goma, Lubumbashi, ainsi de suite. On doit passer par l'Internet. L'Internet coûte, c'est payant. Si on n'utilise pas les VPN, on se décide de le faire. Si on n'utilise pas les VPN, on peut allouer la bande passante. Une bande passante allouée ou une ligne allouée coûte trop cher. On dit bon, nous voulons encore une solution plus avancée. On recourt au VSAT par exemple parce qu'il y a une grande distance, parce que ce sont des provinces qui sont séparées à des très grandes distances. Vous pouvez passer par le VSAT. Le VSAT coûte encore plus cher. D'où les VPN donnent déjà, réduit déjà les coûts sur la connectivité là, de la bande passante. La sécurité. D'ailleurs, lorsque vous utilisez, il y a des fournisseurs qui vous donnent, par exemple, vous faites passer vos informations avec une bande passante I1. Avec une bande passante I1 qui vaut des 2 mégabits par seconde, mais avec le VPN, on peut vous donner une bande passante I4, même I1, mais il y aura la simplicité en termes de bande passante parce que les données sont transférées au niveau des tunnels, passent par le tunnel d'une direction bien déterminée. La sécurité. Les VPN utilisent le protocole de sécurité qui offre le chiffrement et l'authentification. Très avancé pour protéger les données contre tout accès non autorisé. Les données doivent être chiffrées, les données doivent être authentifiées. Le chiffrement, c'est au niveau de protocole. Il y a les protocoles de chiffrement que les VPN utilisent, nous allons le voir, pour transférer les données d'un point à un autre. Donc, d'un autre à un autre. Et il y a l'authentification. Les données doivent être authentifiées. Il faut qu'il y ait une authentification pour que l'utilisateur ait accès à ces données qu'on a transférées. Et cette authentification va rassurer que les données viennent de tel ou tel autre utilisateur. L'évolutivité. Les réseaux privés virtuels utilisent l'Internet dans les failles et les opérateurs facilitant l'ajout des nouveaux utilisateurs pour les entreprises. Ça facilite l'ajout des périphériques ou des nouveaux réseaux ou des utilisateurs. Je donne un exemple, l'IT service aujourd'hui a 3 services, à 3 agences telles qu'on sont interdits. Maintenant, demain ou lendemain, l'IT service se réveille et décide d'ajouter une autre agence à travers le monde. Eh bien, au niveau de notre fournisseur d'accès, il n'y aura pas de problème pour ajouter ces utilisateurs, pour prendre en charge ces utilisateurs. Donc, le VPN donne quand même cette possibilité de faire évoluer ou d'étendre votre infrastructure tout en gardant les configurations et les performances de votre réseau. Les composants du VPN. Le VPN est composé des équipements. Quels sont ces équipements et quelques services? Il faut d'abord un réseau existant. Un réseau existant, c'est-à-dire nous avons les réseaux de Kinshasa, nous avons les réseaux de Goma, nous avons les réseaux de Lubumbashi, et puis vous allez configurer le VPN dessus. Vous devez avoir une connexion à Internet. Donc, on doit recourir au provider, à un fournisseur d'accès Internet pour faire communiquer vos différents sites. Il faut avoir une passerelle.
une passerelle des réseaux privés virtuels tels que des routeurs, des parfaits, des constatateurs, des hasards qui agissent en tant que point d'extrémité pour établir, gérer et contrôler les connexions des réseaux privés virtuels. Donc, vous devez avoir un équipement qui va servir de la passerelle pour faire QT, pour faire router les paquets d'un point A à un point B. Il faut avoir un logiciel adapté pour créer et gérer le tunnel des VPN. Ici, vous pouvez avoir le logiciel. Il y a certains routeurs qui utilisent l'interface graphique pour, donc il y a un logiciel graphique pour configurer les VPN et le gérer. Il y a aussi des routeurs qui utilisent la ligne de commande, donc la console, pour gérer et créer les VPN tels que nous allons utiliser la console pour créer les VPN. Et cette console BDR, ici nous allons utiliser les petits pour faire quoi? Pour se connecter dans l'équipement et créer, faire des configurations. Il y a quelque chose qu'on doit insister. On insiste que les performances du VPN reposent principalement sur la sécurité. Sur la sécurité. Les réseaux privés virtuels sécurisent les données en les encapsulant et en les chiffrant. La plupart des réseaux privés virtuels procèdent à ces deux opérations, l'encapsulation et le chiffrement. C'est quoi l'encapsulation? L'encapsulation, c'est le fait L'encapsulation est également appelée transmission tunnel. En fait, elle transmet des données en toute transparence d'un réseau à un autre via une infrastructure réseau partagée. Donc, lorsque vous envoyez une information, on code cette information, on emballe, on sécurise cette information et à la réception, on fait quoi? À l'aide des configurations, l'information doit être décapsulée pour que l'utilisateur ait accès à cette donnée. Le chiffrement applique des codes aux données dans un autre format à l'aide d'une clé secrète. Et le déchiffrement des codes les données chiffrées au format non chiffré original. Donc, lorsque moi j'envoie A à l'aide des technologies de protocole de chiffrement, on peut, au lieu de A, on peut chiffrer ça pour que ça nous donne B, par exemple. Au lieu de A, ça donne B par rapport aux algorithmes, à un algorithme bien déterminé qu'on peut utiliser pour chiffrer et déchiffrer les données transmises. Les caractéristiques du VPN. Un réseau privé virtuel et sécurisé repose sur les principes fondamentaux de la confidentialité des données, de l'intégrité des données et de l'authentification. Voilà, il y a trois concepts. Le premier concept, c'est la confidentialité des données, ce qui caractérise premièrement les réseaux VPN. Cette confidentialité des données consiste à protéger les données de la source à la destination contre toute interception par des sources non authentifiées ou non autorisées. Donc, cette confidentialité est garantie par ce qu'on vient de parler, est garantie grâce à l'encapsulation et grâce à l'encapsulation et le chiffrement effectué sur les réseaux privés virtuels. La deuxième chose, c'est l'intégrité des données.
Cette intégrité garantit qu'aucune altération n'ait été apportée aux données lors de leur parcours entre la source et la destination. Dans l'intégrité des données, on utilise les hackages. On doit hacher les hachages pour garantir cette intégrité. On doit hacher les informations. Et ici, on nous dit un hachage ressemble à une somme de contrôle ou à un sceau garantissant que personne n'a lu les contenus tout en état plus robuste. C'est comme une signature. Donc, on a scellé pour garantir que personne n'a lu. C'est comme l'enveloppe. Lorsque vous envoyez une lettre dans l'enveloppe, vous devez fermer. Il y a de la colle, vous mettez la colle et puis vous fermez pour garantir au destinataire que cette lettre n'a été lue par quelqu'un d'autre. C'est ça le concept d'hachage. Donc, de l'intégrité des données. Et puis, il y a le concept de l'authentification. Cette authentification garantit qu'un message provient d'une source authentique et accède à une destination authentique. L'identification assure à l'utilisateur que la personne avec qui il établit une communication est effectivement le destinataire escompté. Donc, on se rassure que l'utilisateur ou la personne que j'envoie l'information, c'est la personne bien désignée, bien déterminée, qui en a besoin, qui a besoin des données que je suis en train de les transférer. Les différents types de VPN. Nous avons les VPN site à site. Voilà cet exemple. Nous avons le VPN site à site. Donc, c'est un type de VPN. Excusez. C'est un type de VPN où une entreprise a plusieurs succursales répandues dans une étendue nationale ou dans le monde. Comme on a pris l'exemple d'IT Service, qui a 3 sites. Un site à Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Maintenant, pour faire communiquer ce site, il doit carrément recourir au réseau privé virtuel site à site. Donc, la communication doit se faire entre un site à un autre en passant par l'Internet tout en créant des tunnels. On crée des tunnels pour faire passer, pour faire communiquer les informations. Nous voyons ici, nous sommes c'est Kinshasa. Donc l'utilisateur CPC ici, lorsqu'il veut envoyer une information à CPC, maintenant, comment ça va se passer? Il envoie au niveau du routeur, comme on a fait de configuration, il ne va pas laisser passer les informations ou la donnée transférée au niveau de l'internet. Au niveau de l'internet, donc de manière non garantissante, si je peux le dire, de manière non garantissante, il ne va pas laisser passer les données comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Les routeurs va créer un tunnel qui il doit faire passer les informations quittant le site de Kinshasa vers Goma. Donc voilà, on a les tunnels ici et à la réception, au travers les configurations par rapport aux configurations que nous allons faire, à la réception, on va vérifier est-ce que
cette donnée est authentique? Est-ce que l'information qu'on nous a envoyée est confidentielle? Quand c'est bon, on reçoit les données, puis l'utilisateur final ait l'accès à cette donnée transmise. Et puis nous avons le VPN d'accès distant, d'où nous avons les cités centrales. Nous avons la centrale. Ici, on parle d'une topologie client-serveur. Nous avons le serveur qui est là. Au niveau du site central, nous avons les serveurs. Et puis, nous avons les clients qui peuvent être un PC, un ordinateur portable, une tablette, qui peut être le client. En fait, configuration ici, au niveau des clients, nous allons utiliser des logiciels clients VPN. Comme on peut donner l'exemple ici, on a proposé le Cisco AnyConnect, qui est un logiciel client de VPN. Avec ce logiciel, qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand un hôte de ces réseaux essaye d'envoyer un trafic destiné au VPN, ces logiciels client VPN, Cisco VPN, encapsulent et cryptent les trafics avant de l'envoyer sur Internet à la passerelle VPN du réseau cible. Donc, ce logiciel va faire quoi? Va encapsuler et puis crypter l'information, et l'information sera décapsulée et décryptée au niveau de la réception au travers des protocoles de sécurité que nous mettrons en place pour configurer le VPN. Les méthodes de connexion VPN. On a pratiquement 3 méthodes. Ces 3 méthodes recourent également au type de VPN. La première méthode, c'est le VPN d'accès. Ces VPN d'accès utilisent le type de VPN accès distant. Comment? Le VPN d'accès est utilisé pour permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau privé. L'utilisateur se sert d'une connexion Internet pour établir la connexion VPN. Il existe deux cas. Le premier cas, nous avons un utilisateur qui demande au fournisseur l'accès de lui établir qui demande au fournisseur d'accès de lui établir une connexion cryptée vers les serveurs distants, donc vers les serveurs VPN. Le deuxième cas, l'utilisateur possède son propre logiciel client pour le VPN auquel il est établi directement à la communication de manière cryptée vers les réseaux de l'entreprise. Nous avons pris l'exemple du logiciel Cisco AnyConnect qui peut fournir ces services. La deuxième méthode de connexion, c'est la méthode de connexion intranet. La méthode de connexion intranet recourt au type de VPN site à site. L'intranet nous donne l'exemple toujours d'IT Service qui a 3 sites. Maintenant, lorsque je fais communiquer mes 3 sites en passant par un réseau sécurisé, un réseau virtuel sécurisé, dans ces cas, je parlais d'intranet VPN parce que j'ai fait l'inter-réseau. Je fais l'internalisation, donc il y a mes données en interne et puis je fais la communication. Maintenant, l'extranet, c'est toujours du VPN site à site. Lorsque j'ai l'IT service à ces 3 sites, maintenant IT service s'est décidé de faire communiquer ces réseaux locaux
au réseau de son partenaire. Donc ici, il y a un partenariat, c'est le cas d'une externalisation ou le cas d'un partenariat. Nous faisons communiquer nos réseaux locaux. Je prends l'exemple de Click, par exemple. Click a ses réseaux locaux. Maintenant, je fais quoi? J'ai fait la communication entre Click et IT Service. Dans ce cas, nous avons fait ce qu'on appelle l'extranet VPN. Nous faisons communiquer des entreprises différentes. Donc, l'entreprise X et Y font communiquer leurs réseaux locaux à travers les VPN. Mais ce type de VPN est trop risquant parce que ça demande vraiment des méthodes de sécurité très avancées pour la gestion. Parce que on ne peut pas avoir confiance en 100% parce qu'on n'est pas soi, on n'est pas soi-même. Là, il y a soi-même et un autre. Donc, peut-être on ne sait pas le comportement de votre partenaire, comment le partenaire se comporte, d'où il faut qu'il y ait des méthodes de sécurité très avancées qui permettra de faire la gestion, les analyses, la supervision des communications entre ces entreprises en extranet VPN. Les différents protocoles utilisés pour réaliser une connexion VPN. Nous avons le protocole point-to-point protocole, qui est un ensemble de protocoles standards garantissant l'interopérabilité des logiciels distants, d'accès distant de divers éditeurs. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ces protocoles peuvent nous aider à faire des VPN accès distant, où vous avez votre smartphone et puis vous communiquez avec le serveur central en utilisant les protocoles peer-to-peer, les point-to-point protocole. Et puis il y a les peer-to-peer tunneling protocole, qui est une évolutivité des peer-to-peer. Utilise les PVP pour créer des VPN. Voilà. Il y a le protocole Layer 2 Tunneling Protocol défini ici de la convergence des protocoles PPTP et Layer 2 Forwarding. Il est actuellement développé et évalué conjointement par Cisco et Microsoft. Ces protocoles aussi peuvent nous aider à faire des VPN accès distant. Nous avons le protocole de sécurité Secure Socket Layer, c'est un protocole de couche 4 utilisé pour établir un canal de communication sécurisé avec une application. Nous avons le MPLS et se présente comme une solution au problème de routage des datagrammes IP véhiculés sur Internet. C'est beaucoup plus pour faire des routages au niveau de l'Internet. Et puis nous avons l'IPsec, c'est le protocole que nous allons utiliser pour mettre en place les réseaux VPN. C'est un protocole IPsec, Internet Protocol Security. C'est un ensemble de protocoles pour sécuriser les communications IP et garantir le chiffrement, l'intégrité et l'authentification. Donc ici, nous avons le chiffrement, nous avons l'intégrité, nous avons l'authentification. D'où ces protocoles fait même usage des caractéristiques des VPN, parce qu'on a parlé de la confidentialité des données, de l'intégrité des données et puis
et puis de l'authentification. Les données doivent être authentiques. Et lui, en son tour, a des protocoles. Cet IPsec a des protocoles. Il y a les protocoles HASH, Authentication Layer. Ces protocoles assurent l'authentification et l'intégrité des données pour les paquets IP circulant entre des systèmes. Comment ça fonctionne? Il vérifie d'abord, ces protocoles vérifient qu'aucun message transmis du routeur 1 au routeur D suivi tout en regardant la figure qui est ici, tout en regardant cette figure. Donc, il vérifie qu'aucun message transmis du routeur 1 au routeur D n'a été bonifié lors du transit. Il vérifie également que les données proviennent effectivement des routeurs 1 ou routeur D. C'est l'authentification. Ces protocoles ne garantissent pas la confidentialité. Quand on parle de la confidentialité, on voit le chiffrement des données dans les packs. Si le protocole hash est utilisé seul, sa protection est faible. Pourquoi sa protection est faible? C'est parce que déjà, il n'assure pas le chiffrement. C'est pourquoi il est utilisé avec le protocole ISP pour permettre aux données d'être chiffrées et pour les sécuriser contre toute altération. Il y a les protocoles ISP, Encapsulation Security Payload. Ces protocoles maintenant assurent la confidentialité et l'authentification grâce au chiffrement du paquet. Donc nous avons le chiffrement, nous avons l'authentification, nous avons l'intégrité des données ici. Le chiffrement des paquets IP masque les données et l'identité de leur source et de leur destination. ISP authentifie les paquets IP internes et l'entête ISP. L'authentification permet d'identifier la source des données et de garantir leur intégrité. Bien que les fonctions de chiffrement et d'authentification soient facultatives dans ISP, vous devez en choisir au moins une. Donc ici, nous pouvons choisir soit le chiffrement, soit l'intégrité. Comme de l'autre côté, il n'y a pas le chiffrement. Dans les ISP, on peut tout simplement choisir le chiffrement pour fortifier les protocoles EH. Voilà, en grosso modo, c'est qu'on pouvait parler des réseaux privés virtuels. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la topologie. Il y a une topologie que nous mettrons en place pour exercer ou mettre en place ces réseaux privés virtuels. Portez-vous bien, nous vous aimons beaucoup. À très bientôt dans la vidéo prochaine où nous allons voir toutes les configurations sur les réseaux privés virtuels.